En 3 mois, un pont modeste a surgi au-dessus d'une rivière oubliée. Au départ, il n'y avait que des pneus usés, des rires incrédules et des experts jurant qu'aucun pays sérieux ne miserait son avenir sur de tels déchets. Comment un État classé parmi les plus pauvres a-t-il pu transformer ses rebuts en artères vitales? Et pourquoi le pari d'Ibrahim Traoré dérange-t-il autant les défenseurs de l'ancienne aide internationale? Car derrière ce ruban noir comprimé se dessine déjà une rupture silencieuse dans la manière dont l'Afrique imagine sa propre souveraineté. Le récit qui suit promet bien plus qu'une simple innovation locale. Il dévoile comment un pays longtemps considéré comme dépendant a réussi à renverser l'équation du développement avec une ressource jugée inutile. L'enjeu central, pourtant simple à formuler, tient en 10 mots. Prouver que la souveraineté peut naître de l'ingéniosité locale. Si ce modèle fonctionne réellement, alors l'Afrique pourrait disposer d'un précédent concret pour s'émanciper des approches extérieures qui ont longtemps façonné ses trajectoires économiques. Et si, à l'inverse, cette expérience échoue, elle pourrait être utilisée comme preuve que les solutions issues des contextes africains seraient condamnées à rester marginales, offrant ainsi aux sceptiques un argument durable. C'est dans cette tension, entre espoir d'autonomie et crainte d'un retour au statu quo, que se joue toute la portée du projet des ponts en pneus. Au fil des parties suivantes, chaque étape de cette transformation sera décortiquée, afin de comprendre pourquoi un geste si simple a fait vaciller tant de certitudes établies. En 3 mois seulement, le premier pont en pneus a été achevé, et plus de 200 000 habitants allaient bientôt dépendre de cette structure improbable. Ce chiffre, d'apparence modeste à l'échelle continentale, a pourtant suffi à reconfigurer la manière dont l'initiative d'Ibrahim Traoré était perçue, aussi bien dans les villages burkinabés que dans les capitales étrangères où l'on s'attendait à un échec rapide. La surprise provenait surtout du contraste entre la simplicité du matériau utilisé et l'ampleur des effets observés dès les premières semaines d'utilisation. Dans les régions rurales isolées, des familles qui traversaient autrefois les rivières, au prix de risques permanents, ont découvert la possibilité de circuler sans craindre les inondations saisonnières. Les commerçants, eux, ont vu leur trajet raccourci et leur chargement sécurisé. Une transformation qui a immédiatement rejailli sur les petits marchés agricoles. La genèse du projet remonte à une période où le pays faisait face à une accumulation de crises. Infrastructures limitées, pression sécuritaire, manque de financement et scepticisme extérieur sur sa capacité à se réinventer. Beaucoup d'analystes imaginaient que le Burkina Faso resterait prisonnier d'un cycle d'assistance et de vulnérabilité. Pourtant, l'idée d'exploiter des pneus abandonnés, perçue au départ comme une provocation politique, a progressivement dévoilé un mécanisme plus profond, celui d'un État décidant de miser sur ses propres marges plutôt que d'attendre une validation extérieure. Le pont n'a pas été inauguré par une grande cérémonie, ni accompagné de promesses grandiloquentes. Sa force symbolique est née du quotidien, de l'usage répété, de l'évidence silencieuse selon laquelle une solution locale pouvait se substituer à des modèles longtemps imposés. Peu à peu, les médias étrangers, d'abord dubitatifs, ont dû reconnaître que ce geste isolé révélait une dynamique émergente, la volonté d'un pays de revoir son rapport à l'ingénierie, au développement et à l'autonomie. Dans les premières semaines suivant l'ouverture du pont, 2 trajectoires humaines ont permis de mesurer concrètement l'effet de cette initiative. La première, qui est celle d'un agriculteur d'un village riverain, habitué à perdre une partie de ses récoltes pendant la saison des pluies. Grâce au passage désormais sécurisé, il a pu transporter ses produits plus rapidement vers les marchés urbains, raccourcissant ses trajets et diminuant les pertes liées aux détériorations. Ce changement apparemment simple s'est traduit, selon les autorités locales, par une augmentation notable de la rentabilité pour de nombreux exploitants dans la même situation. La seconde trajectoire concerne une écolière qui devait, chaque matin, contourner une zone inondée pour rejoindre sa classe. Le pont a supprimé l'obstacle et lui a offert une régularité scolaire nouvelle,
illustrant comment une infrastructure minimale peut modifier la manière dont les enfants perçoivent la sécurité et la continuité de leur éducation. Dans ces deux cas, le projet porté par Ibrahim Traoré n'a pas seulement modifié des usages, il a redéfini les attentes. Les familles ont commencé à envisager leur déplacement non plus comme un compromis risqué, mais comme une routine fiable. Les commerçants, eux, ont compris qu'une innovation issue de ressources locales pouvait générer une dynamique économique durable, même sans investissement massif. Ce glissement, discret mais constant, a donné naissance à une interrogation plus large. Jusqu'où un pays peut-il transformer son quotidien en s'appuyant uniquement sur ce qu'il possède déjà ? Le déclenchement réel du projet commence lorsque les premiers pneus ramassés dans des zones périphériques sont transportés vers le chantier. C'est un geste simple, presque banal, mais il marque l'instant où l'idée quitte le domaine du symbole pour entrer dans celui du concret. Les équipes locales, constituées d'artisans et de volontaires, s'organisent autour d'une méthode qui surprend par sa sobriété. Découpe, empilement, compression, fixation. Chaque étape avance rapidement, car les matériaux sont abondants, et les procédures maîtrisables sans équipement lourd. Le rythme s'accélère lorsque les premiers blocs de pneus solidifiés sont posés sur la rive, transformant un amoncellement de déchets en structure embryonnaire. Puis vient la phase que les observateurs externes considéraient comme la plus fragile, l'assemblage central. Selon eux, aucune structure issue de matériaux recyclés ne pourrait offrir la robustesse nécessaire pour résister aux crues saisonnières. Pourtant, jour après jour, les ouvriers adaptent et renforcent, ajustant la densité des blocs, consolidant les surfaces de contact, testant la pression. Les habitants viennent assister au processus, d'abord par curiosité, puis par implication, jusqu'à ce que le chantier devienne presque un lieu de rassemblement quotidien. À mesure que les segments avancent à sa séquence, la perception change. Ce n'est plus un pari improvisé, mais un effort collectif qui prend forme sous leurs yeux. Le tournant intervient lorsque la dernière section est enfin posée. Un silence étonné s'installe, suivi d'un mouvement spontané. Des enfants traversent les premiers, témoins involontaires de la bascule. La structure tient solidement malgré les attentes contraires. Ce moment, relayé progressivement dans les médias locaux, puis étrangers, marque le passage du scepticisme à l'observation attentive. Les ministères et les administrations régionales se déplacent pour constater l'efficacité du pont, validant sans discours une initiative née de la base. C'est ici que la dimension politique atteint son apogée. Ibrahim Traoré, souvent présenté comme un dirigeant atypique, n'intervient pas pour récupérer l'événement. Au contraire, il laisse circuler les images de la communauté traversant le pont, comme pour souligner que le centre de gravité du développement ne se trouve plus dans les institutions extérieures, mais dans l'ingéniosité collective. Le message implicite se diffuse. Si un village peut bâtir une infrastructure fonctionnelle à partir de pneus abandonnés, alors le pays entier peut repenser sa manière de construire. Les semaines suivantes apportent leur Duchon. Les commerçants adoptent de nouveaux itinéraires, les écoles se constatent une fréquentation plus régulière, les hôpitaux enregistrent une baisse d'accidents liés aux traversées dangereuses. Les journalistes étrangers reviennent, non plus pour dénoncer un gadget politique, mais pour comprendre comment une solution si simple a pu provoquer un impact aussi large. Pendant ce temps, d'autres régions commençaient à demander l'assistance des équipes ayant mené le premier chantier, espérant reproduire le modèle. Ainsi naît un mouvement qui dépasse le projet initial, une chaîne de transformation enracinée dans la capacité à agir sans attendre. Les premiers mois suivant l'achèvement du pont fournissent un ensemble de données qui transforme l'intuition initiale en démonstration méthodique. La progression la plus spectaculaire concerne l'accès aux services essentiels. Plus de 200 000 habitants sont désormais reliés aux centres de santé, aux marchés et aux écoles grâce aux infrastructures construites à partir de pneus recyclés. Cette donnée illustre une bascule structurelle où la mobilité cesse d'être un privilège incertain pour devenir un élément stable du quotidien.
Le second indicateur notable est l'augmentation de 30% du commerce local, mesuré par les flux de marchandises transitant plus régulièrement vers les marchés urbains. Cette hausse montre comment une simple amélioration logistique peut transformer la capacité économique de communautés longtemps limitées par des obstacles naturels. Enfin, les écoles enregistrent une progression de 15% du taux de fréquentation, directement liée à la sécurisation des trajets pendant la saison des pluies. Ce chiffre met en lumière l'importance des infrastructures mineures dans la construction d'un environnement éducatif fiable. Ces données, réunies et analysées par les autorités locales, résonnent au-delà du contexte burkinabé. Elles révèlent une mécanique plus profonde. La transformation d'un pays ne dépend pas seulement de grands projets, mais aussi d'interventions ciblées, reproductibles et adaptées au terrain. Dans ce cadre, la vision défendue par Ibrahim Traoré trouve une dimension plus large. Ce n'est pas une rupture idéologique, c'est une réévaluation du rapport entre ressources, besoins et souveraineté. Les pneus abandonnés, autrefois considérés comme un signe de manque d'infrastructures de recyclage, deviennent un point d'appui pour redéfinir la manière dont l'ingénierie locale peut répondre à des besoins urgents. La réduction de 20 des décès liés aux accidents de transport, quoique n'étant pas un chiffre officiel des premiers émois, s'inscrit dans la logique observée dans les hôpitaux proches des nouvelles structures. Les équipes médicales constatent une baisse des cas graves, issus de traversées dangereuses, conséquence naturelle de la présence de ponts fiables. Ce glissement des risques vers la sécurité renforce une dynamique sociale souvent négligée. Lorsque les routes deviennent praticables et les eaux franchissables, les populations réorganisent spontanément leurs activités. Les commerçants n'ont plus à contourner des zones imprévisibles. Les familles y réduisent donc le temps passé à attendre un niveau de eau favorable. Les écoliers peuvent se déplacer sans dépendre des variations climatiques. La force du modèle tient précisément dans cette convergence. Les chiffres ne sont pas seulement des preuves. Ils sont la traduction d'un changement culturel. Les habitants, en constatant directement les effets des infrastructures issues de matériaux rejetés, révisent leurs attentes. Ils cessent de percevoir les solutions venues de l'intérieur comme des pis-aller et les envisagent comme des réponses légitimes, durables et évolutives. C'est dans cette réévaluation collective que se joue l'avenir du concept. Car si une communauté accepte l'idée que ses propres ressources suffisent à améliorer son quotidien, alors elle peut entraîner avec elle tout un pays vers une autonomie méthodique, patiente mais solide. Deux positions s'affrontent autour du projet des ponts en pneus recyclés, chacune portée par des arguments solides. La première, défendue par certains responsables économiques étrangers, affirme que ces infrastructures ne peuvent constituer qu'une solution temporaire. Selon eux, l'Afrique ne doit pas s'appuyer sur des dispositifs artisanaux, car ceux-ci risquent de détourner l'attention des investissements lourds nécessaires à un développement durable. Leur crainte majeure repose sur l'idée qu'un pays pourrait normaliser des infrastructures qu'il juge sous-dimensionnées, compromettant ainsi sa capacité à attirer des partenaires internationaux. La seconde position, tout aussi articulée, considère ces critiques comme prisonnières d'un modèle de développement unique. Pour ses défenseurs, la création d'un pont à partir de pneus n'est pas un remplacement des infrastructures classiques, mais une réponse contextuelle à des défis immédiats. Ils rappellent que les méthodes traditionnelles n'ont jamais réellement répondu aux besoins urgents des villages isolés, notamment lors des saisons de crue où les routes deviennent impraticables. Les communautés rurales, longtemps tributaires d'aides extérieures irrégulières, découvrent avec ces structures une forme de stabilité pratique et symbolique. Face à ces deux visions, une lecture intermédiaire émerge, fondée sur les données disponibles. Le fait que plus de 200 000 habitants aient amélioré l'accès aux services essentiels grâce au pont, que le commerce local ait augmenté de 30% et que la fréquentation scolaire ait progressé de 15%, constitue une réponse difficile à ignorer. Ces résultats démontrent que, loin d'être un frein, l'utilisation de matériaux recyclés peut générer des effets immédiats dans des zones où les infrastructures classiques n'arrivent jamais.
Ce n'est donc pas un modèle d'exclusion des investissements extérieurs, mais une stratégie d'adaptation. Employer ce qui existe déjà pour répondre rapidement aux besoins vitaux, tout en laissant la porte ouverte à des développements complémentaires. Ainsi, le débat ne devrait pas porter sur la supériorité d'un modèle sur un autre, mais sur la capacité d'un pays à combiner plusieurs approches pour maximiser ses marges d'action. Les ponts en pneus ne remplacent donc pas les grands projets. Ils permettent de combler un vide que personne n'avait réellement cherché à traiter. Un basculement inattendu surgit. Ce moment charnière apparaît lorsque plusieurs délégations venues du Ghana, du Mali et du Nigeria se rendent au Burkina Faso pour observer de près la méthodologie employée dans la construction des ponts. Leur présence transforme une initiative locale en objet d'étude continentale, révélant que l'expérience portée par Ibrahim Traoré n'a plus seulement une portée nationale. Les visiteurs, surpris par la simplicité du procédé et par l'implication communautaire, constatent que les infrastructures ne sont ni fragiles ni symboliques. Elles répondent réellement à des besoins que les modèles conventionnels n'avaient jamais couverts à temps. Ce déplacement du regard change profondément le rapport de force. Là où les critiques parlaient d'utopie technique, d'autres gouvernements perçoivent désormais une opportunité pragmatique pour résoudre des problèmes logistiques urgents sans attendre des financements externes. Dans cet entrelac de regards nouveaux, un second changement apparaît. Les médias internationaux, autrefois sceptiques, commencent à corriger leurs analyses en soulignant la rapidité d'exécution et la réplicabilité du modèle. Ce midpoint rend visible ce qui jusque-là n'était qu'une intuition. Si une solution née de déchets abandonnés peut inspirer plusieurs États, alors elle peut remodeler la manière dont un continent imagine son autonomie. Les répercussions du projet deviennent bien visibles lorsque l'on observe séparément les 4 groupes qu'il touche: les agriculteurs, les jeunes, les ménages et l'ensemble du territoire burkinabé. Chacun voit son quotidien modifié par une infrastructure qui, à première vue, semblait trop modeste pour provoquer de tels changements. Pourtant, les effets s'entrelacent et composent un tableau où les ponts en pneus ne sont plus une curiosité technique, mais un levier structurant. Pour les agriculteurs, le pont représente avant tout une garantie de continuité. Là où la saison des pluies doit transformer chaque déplacement en pari risqué, les ponts offrent désormais un accès stable au marché. La réduction des détours permet de préserver la fraîcheur des récoltes, d'éviter les pertes et d'augmenter la vitesse de rotation des ventes. Dans plusieurs villages, les revenus ont progressé, alimentant une confiance nouvelle envers des solutions locales, longtemps sous-estimées. Ce basculement ne dépend ni de subventions étrangères, ni de programmes lourds, mais d'une structure simple qui restaure la capacité de circuler sans dépendre du climat. Les petits commerçants et transporteurs constatent eux aussi une transformation profonde. Les trajets deviennent prévisibles, supprimant les retards qui minaient la fiabilité des livraisons. Certains ont même élargi leur circuit, reliant des zones jusque-là difficiles d'accès. La hausse de 30% du commerce local en témoigne. Une infrastructure minimaliste peut créer un effet multiplicateur sur l'activité économique. Ce phénomène est particulièrement visible dans les marchés périurbains, où les flux de marchandises se densifient au rythme des déplacements facilités. Les initiatives de micro-entrepreneuriat, autrefois freinées par des obstacles géographiques, trouvent désormais un terrain plus fertile. Pour les familles, l'effet le plus tangible est la sécurité. Le risque de traverser une rivière en crue, omniprésent dans certains villages, recule nettement. Les enfants accèdent plus facilement à l'école, avec une hausse de 15% de la fréquentation, tandis que les déplacements vers les centres de santé deviennent réguliers. Là où une simple pluie pouvait isoler toute une communauté, les ponts garantissent une continuité de service vital. Les habitants décrivent ce changement comme une libération du quotidien, une manière de vivre sans craindre qu'un déplacement banal se transforme en danger. Dans ce registre intime, la vision d'Ibrahim Traoré prend une dimension humaine aussi forte que sa portée politique. À l'échelle plus large, l'impact territorial se manifeste par une cohésion nouvelle. Les régions autrefois enclavées se reconnectent aux axes économiques, et les autorités locales
peuvent planifier des services plus réguliers. La diffusion du modèle vers d'autres zones crée un effet réseau. Plus il y a de ponts, plus la circulation devient fluide et plus la marge d'autonomie s'élargit. Plusieurs pays voisins, en observant cette transformation, envisagent à leur tour d'adapter la méthode aux contraintes locales. Ainsi, les ponts en pneus deviennent un multiplicateur de souveraineté et un signal adressé au continent entier. Les solutions endogènes sont capables de dépasser les attentes les plus modestes. 3 trajectoires possibles émergent pour les 12 prochains mois, chacune façonnée par la manière dont le Burkina Faso et ses partenaires régionaux décideront d'amplifier ou de ralentir la dynamique créée par les ponts en pneus. Ces scénarios ne prévoient pas l'avenir, mais dessinent les contours plausibles d'une évolution fondée sur les tendances déjà observées. Dans cette perspective, les autorités locales poursuivent l'installation de ponts dans les zones les plus enclavées, en répliquant les méthodes auxiliaires testées lors des premiers chantiers. Les équipes techniques s'étoffent. Les communautés s'impliquent davantage et les flux commerciaux continuent de croître à un rythme soutenu. Les régions rurales voient leur mobilité s'améliorer, tandis que les collectivités locales utilisent les bénéfices économiques pour financer des services sociaux supplémentaires. Ce scénario, prudent mais réaliste, renforce l'idée que les solutions nées du terrain peuvent s'intégrer à long terme dans la stratégie nationale d'infrastructure. Ici, le modèle franchit les frontières. Le Ghana, le Mali et le Nigeria, impressionnés par l'efficacité et la rapidité d'exécution, adoptent officiellement le principe des ponts en pneus pour desservir leurs propres zones rurales. Des équipes mixtes circulent entre les pays, créant une base de compétences régionales. Les coûts logistiques diminuent, les extrants économiques augmentent, et une nouvelle approche du développement africain se formalise. Moins dépendante des prestataires étrangers, plus enracinée dans les savoir-faire locaux. L'Afrique gagnerait ainsi un levier stratégique, capable d'attirer des partenariats basés sur la complémentarité plutôt que sur l'assistance. Dans ce cas, les critiques internationales se réactivent. Certaines institutions financières conditionnent leurs appuis à des modèles plus classiques, et les pressions diplomatiques freinent l'expansion. Les régions qui n'ont pas encore bénéficié des ponts restent enclavées, et les hésitations administratives ralentissent les projets en cours. Cependant, même dans cette hypothèse, les bénéfices déjà enregistrés, hausse du commerce, amélioration de la mobilité, progression de la fréquentation scolaire, demeurent. L'impact local ne s'efface pas, mais son potentiel s'arrête avant de devenir un moteur national. Au-delà de ces 3 chemins possibles, une recommandation s'impose. Penser l'infrastructure comme un mécanisme d'autonomie graduelle. Ni solution miracle, ni gadget politique, le pont en pneus révèle une logique simple. Utiliser ce qui existe déjà pour agrandir l'espace d'action. Si cette logique s'ancre durablement, elle pourrait redéfinir les politiques régionales bien au-delà du Burkina Faso. Les effets du projet ne se mesurent pas seulement en chiffres ou en infrastructures. Ils se manifestent aussi dans la manière dont différents groupes de la société se projettent dans l'avenir. 3 catégories en particulier, les jeunes, les parents et les travailleurs indépendants, réagissent de façon distincte mais convergente à ce changement. Pour les jeunes, les ponts incarnent une possibilité nouvelle, celle de circuler sans dépendre de la saison des pluies, d'accéder aux écoles sans crainte et d'imaginer un avenir où les solutions naissent du territoire lui-même. Beaucoup y voient une preuve que leurs propres initiatives pourraient avoir un impact réel, même si elles reposent sur des matériaux simples ou des idées peu conventionnelles. Pour les parents, le projet apporte une forme de tranquillité que les programmes d'aide extérieure n'avaient jamais réussi à offrir. La sécurité accrue sur les trajets, la stabilité des déplacements quotidiens et la disparition progressive des obstacles naturels redéfinissent leur perception du possible. Là où dominait autrefois la résignation, une confiance discrète émerge. Si une communauté peut bâtir un pont à partir de pneus usés, alors elle peut résoudre d'autres difficultés qui rythmaient le quotidien depuis des années. Quant aux travailleurs indépendants, commerçants et artisans,
Ils voient dans ces infrastructures une extension directe de leur champ d'action. Chaque nouvelle connexion facilite l'accès aux clients, réduit les pertes et améliore la fiabilité de leurs activités. Leur réaction, souvent enthousiaste, traduit un changement plus profond, la reconnaissance que des solutions locales peuvent être non seulement fonctionnelles, mais également rentables. Ces trois regards révèlent une même réalité. Un projet n'a de valeur que lorsqu'il redonne du pouvoir d'agir. Les ponts en pneus ne promettent pas un avenir sans obstacle, mais ils prouvent que la transformation commence parfois par un geste simple, répété, partagé. Pour que le modèle puisse être reproduit ailleurs en Afrique, une feuille de route claire s'impose. Elle ne repose ni sur des promesses théoriques, ni sur des financements extérieurs incertains, mais sur une organisation précise en plusieurs étapes, chacune fondée sur l'expérience déjà acquise au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Chaque pays doit commencer par cartographier les matériaux sous-utilisés ou abandonnés. Les pneus ne sont qu'un exemple. L'objectif est de comprendre ce que les communautés possèdent déjà et qui pourrait devenir un levier de développement. Cette phase demande peu de moyens, mais beaucoup de coordination entre autorités locales et ingénieurs. Les artisans, ingénieurs, jeunes volontaires et techniciens doivent être regroupés en unités régionales capables d'apprendre, puis de reproduire les méthodes burkinabées. Les chantiers pilotes servent alors d'ateliers pratiques où chaque équipe teste, ajuste et valide les techniques avant d'intervenir ailleurs. Au lieu de dépendre exclusivement de bailleurs extérieurs, les gouvernements doivent tout. Encourager les collaborations entre ministères, communes, associations et petites entreprises. Ce maillage institutionnel crée une dynamique où chaque acteur sait ce qu'il doit fournir et ce qu'il recevra en retour. Les régions isolées, où une simple traversée modifie l'accès aux écoles et aux marchés, doivent être prioritaires. Un seul pont peut transformer des milliers voire de trajets quotidiens, ce qui justifie d'agir d'abord là où les bénéfices sont immédiats. Chaque pont doit être suivi par un système d'observation locale. Fréquentation, sécurité, coûts d'entretien, retombées économiques. Ces données, une fois consolidées, permettent d'affiner les techniques avant l'expansion nationale. Ce parcours en 5 étapes montre que la reproduction du modèle n'est pas un rêve lointain, mais un processus méthodique, reproductible et adaptable. Le retour aux trajectoires individuelles éclaire la portée réelle du projet. L'agriculteur qui transportait autrefois ses récoltes en contournant des zones dangereuses traverse désormais le pont sans craindre les crues. L'écolière, elle, ne compte plus les jours perdus à cause d'un chemin impraticable. Son trajet est devenu une routine simple, presque légère. Ces deux figures, présentes dès les premiers instants du chantier, incarnent ce que les infrastructures en pneus ont réellement changé au Burkina Faso. Dans cette transformation, le geste d'Ibrahim Traoré prend une dimension humaine profonde. En misant sur une ressource locale et en laissant les communautés s'approprier chaque étape, il a déplacé le centre d'action du développement vers ceux qui vivent ses conséquences. Les habitants ne regardent plus leur village comme des lieux en marge, mais comme des espaces capables d'inventer leurs propres solutions. Et c'est là que surgit la phrase qui résume tout. Un simple passage peut tout changer. Ce passage, devenu tangible grâce au pont, dépasse la structure elle-même. Il symbolise l'idée qu'un pays peut se relever en transformant ce qui semblait inutile. Le motif du quotidien retrouvé, celui du producteur et de l'écolière, rappelle que le progrès commence souvent par des gestes modestes. Le pont n'est pas seulement une traversée physique, mais un déplacement intérieur, celui qui mène d'une résignation silencieuse à une confiance nouvelle. Dans l'élan créé par ces ponts, une idée s'impose doucement. Le développement n'est pas seulement une affaire d'ingénierie, mais une manière de regarder autrement ce que l'on possède déjà. Les communautés qui ont vu naître ces structures ont appris qu'un pays peut transformer sa réalité sans attendre d'être sauvé, et que la dignité se reconstruit souvent à partir de gestes simples, répétés, partagés. Cette dynamique, loin d'être spectaculaire, repose sur un mouvement intérieur, celui par lequel les habitants commencent avant à croire que leurs propres solutions méritent d'exister
et d'être transmise. Si cette histoire vous touche, alors peut-être qu'elle peut porter plus loin que les frontières du Burkina Faso. Elle peut inviter chacun à reconsidérer ce que son environnement met à disposition et à imaginer comment une idée jugée trop modeste peut devenir un point d'appui pour des milliers de vies.